Je me présente Thierry Tranquina, responsable de la filière développeur. Vous connaissez maintenant, on a eu plusieurs fois des conférences ensemble. Ce matin, nous allons voir la culture makers et l'éthique hacker. On va essayer de comprendre un petit peu d'où ce mouvement vient, quelles sont leurs manières de penser, leur dynamique, essayer de voir ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une culture qui devient dominante et qu'a fait cette culture en tout cas dans le monde du digital, quels sont ses impacts. On va voir que à travers tous ces petits aspects, on va voir des technologies, on va définir les makers, on va voir les différentes technologies qui sont aujourd'hui dominantes dans cet écosystème. Et puis on va voir aussi tout ce qu'il y a en périphérie. On va voir que c'est la même culture aussi, que sont les Fab Labs, le crowdfunding, et puis l'esprit hacker qui a nourri tous ces aspects. On va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes à comprendre et à s'accaparer dans notre métier du digital. Donc, maker, ça veut dire en anglais faiseur. C'est des gens qui font des choses. Tiens, il manque une slide. Non. Et c'est une subculture contemporaine d'une branche de la culture qu'on appelle do it yourself, c'est-à-dire de fabriquer par soi-même. Faites-le vous-même, tournez vers la technologie et la culture hacker. Alors, ce mouvement, DAI, qui est un vieux mouvement culturel, aujourd'hui il est très mis en avant. On le sait, beaucoup de gens fabriquent les choses par eux-mêmes, reviennent à une certaine manière de faire, à une approche. Beaucoup de cadres sup reviennent à des métiers plus manuels, plus traditionnels. Donc c'est un vrai courant qui traverse nos sociétés d'essayer de faire par soi-même les choses. Okay ? Après les 30 glorieuses, la production des biens et le fait de pouvoir acheter des éléments manufacturés de qualité, eh bien, il y a une vraie demande, une vraie nécessité de recomprendre comment les choses sont faites. On est d'accord là-dessus ou pas ? Donc, vous le voyez, cette culture des makers, elle fait que s'inscrire dans ce courant qui est plus important, sauf que là, les makers, eux, vous allez le voir, ils sont plus centrés sur la technologie et les sciences. Donc on retrouve, on va le voir, ce mouvement dans tout ce qui est électronique, objets composés d'éléments électroniques et de programmes. On retrouve bien sûr ceci dans la robotique. Si on regarde un petit peu les différents sites et les différents magazines autour des technologies et des sciences, on voit qu'aujourd'hui, durant les 20 dernières années, disons même les 10 dernières années, eh bien, les avancées sur la robotique sont importantes et ça vient de cette culture. On a ce mouvement qui fait partie totalement de cette culture des makers de l'impression 3D. D'accord ? Alors, l'impression 3D, je vous le rappelle, c'est la possibilité via une machine de construire un objet. D'accord ? Donc on voit, nous souvent, on travaille dans le métier du digital et de l'Internet, on travaille dans une petite lucarne qui est celle du web, même si aujourd'hui, c'est une lucarne de grande dimension. Mais ensuite, il manque souvent cette dernière brique, ces derniers mètres pour arriver chez nous, d'accord, dans la réalité, dans l'espace physique. L'Internet des objets, bouche cet espace. Les drones, d'accord ? Vous avez entendu parler de ce phénomène des drones. Les drones, c'est pas compliqué, pourtant ça s'est apparu récemment, il y a plus d'une dizaine d'années, et c'est juste, on va le voir, une des cartes qui sont très utilisées dans la culture makers, avec 4 petites hélices. Donc on voit ici que ces imprimantes 3D, les drones, la robotique, etc., ça vient vraiment de toute cette culture. Et aujourd'hui, il existe énormément d'événements qui permettent à toute personne de fabriquer et de venir montrer ce qu'ils ont fait. D'accord ? Vous voyez ici, Maker Faire, c'est une émanation du magazine Make, qui est un magazine de maker.
Et ici, vous le voyez, il recense les événements autour de cette culture maker. Donc, il en existe bien sûr à Paris, à la Villette, la dernière s'est passée à la Villette, il y a eu une grande maker fair. Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Eh bien, tous ceux qui, durant l'année, fabriquent des choses, etc., eh bien, viennent montrer ce qu'ils ont fait. Et on peut aussi ainsi voir leur travail, etc. On peut plus rapidement voir, si on descend un petit peu ici, que c'est un phénomène mondial. Vous le voyez, les prochaines ici, c'est en Inde, aux USA, en Allemagne, en Espagne, en Ukraine. Il y en a partout. D'accord? C'est une culture qui vraiment a pris son essor, même si elle a commencé au début du siècle, mais qui a pris son essor avec Internet. Elle est totalement intégrée dans Internet. Et aujourd'hui, eh bien, l'ensemble de ces manifestations et de cette approche est partagé par la planète. Donc, vous allez le voir, pour que cette culture arrive à cette masse critique, eh bien, il y a eu plusieurs projets individuels qui vont dans le même sens, qui se sont concrétisés. Le premier que nous allons voir, c'est vraiment un élément constitutif, c'est l'Arduino. Alors, je vous ai amené quelques petits... Alors, le fait est, c'est que tous ces devices sont très très petits, donc vous allez voir de loin. Mais voilà un Arduino. C'est juste pour vous montrer la taille de l'élément et ce que c'est. OK? Vous pouvez le passer si vous voulez. Évitez de trop mettre les doigts dessus parce que c'est électrostatique. Donc, c'est une petite carte. Et vous le voyez, c'est open source hardware. Est-ce que quelqu'un peut me redire ce que représente l'open source? Rapidement, en 3 mots. On en avait déjà un petit peu parlé. Oui? Accessible à tous. Oui, mais qu'est-ce qui est accessible à tous? Voilà, le code. D'accord? Pour le coup, cet élément-là, l'open source, ça vient vraiment des développeurs et du code. Pourquoi? Parce que le code est facilement partageable. C'est simplement du texte. Et puis, il peut être collaboratif, on peut le dupliquer, on peut le multiplier, on peut le modifier et puis le redistribuer, etc. Donc cette culture de l'open source, de se dire, tiens, faisons ensemble quelque chose et puis tout le monde va pouvoir l'utiliser. Le code ne m'appartient pas, mais je ne fais que utiliser ce que d'autres font et puis moi, partager ce que je fais. Ça, c'est vraiment la culture de l'open source. Et je vous avais dit précédemment dans une précédente conférence, c'est facile à faire pour le code parce que, par sa nature, mais par contre, dans l'industrie automobile, c'est difficile d'être open source. D'accord? Eh bien, l'Arduino, vous le voyez, c'est du hardware open source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette ressource-là, cette carte, eh bien, elle est partagée. On va voir comment. Qui a inventé cet Arduino? Eh bien, c'est Massimo Benzi, d'où le nom Arduino. C'est un designer italien qui est prof également. Et cette création qu'il a fait, pas seul, mais vient d'une problématique assez simple. C'est que ce designer travaille dans une école de design assez réputée. Et d'ailleurs, voilà, avec ses étudiants, l'Interactive School Design à Ivrea, en Italie. C'est des designers, ce n'est pas des développeurs. Mais dans le design produit, dans le design objet, etc., eh bien, ils avaient besoin de pouvoir facilement mettre en œuvre de l'automatisme, des éléments qui vont permettre eh bien, que ce ne soit pas uniquement un objet inerte, mais que ce soit un objet qui a un comportement, qui a un métier, et qui puisse réagir aux interactions de l'utilisateur. Ces personnes ne sont pas des électroniciens, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais construire une toute petite carte, facile à utiliser, facile à programmer, et ainsi mes designers vont pouvoir s'accaparer cette petite carte, et on va pouvoir donc faire notre métier de designer, sans avoir à passer par un intermédiaire, un ingénieur. Ce produit de l'Arduino, ce projet est venu de là. D'accord? Donc il a créé ces petites cartes, il les a lui-même fabriquées en série. Et comme ça a très bien marché, bien ensuite avec un petit groupe de développeurs, les voilà, un groupe international, vous voyez, un Américain, un Espagnol, enfin 2 Américains, un Espagnol, 2 Italiens, eh bien, ils ont montré ce projet et ils ont financé ce projet pour, cette fois-ci, industrialiser cette petite carte. Mais encore une fois, ils ont industrialisé ce projet, pas comme l'industrie traditionnelle, ils auraient pu, on le voit, ils auraient pu copyrighter cette marque. Alors,
elle est copyrightée, mais il n'y a que la marque qui est copyrightée, hein, pas la carte. Vous allez le voir. Donc ils ont créé cette marque pour fabriquer les cartes, mais les cartes, vous allez le voir, tout le monde peut en fabriquer, puisque c'est de l'open source hardware. Donc l'Arduino, c'est une carte électronique open source et un petit logiciel, hein, une IDE, qui permet de facilement créer des projets interactifs. Donc cette petite carte, je la branche en USB sur mon ordinateur, j'ai un petit logiciel, ensuite je vais pouvoir programmer, envoyer le programme à l'Arduino et il va pouvoir fonctionner. OK ? Pourquoi on dit que cette carte est open source? Eh bien, parce que les plans sont open source. C'est-à-dire que tous les plans pour pouvoir construire une carte comme ceci est en open source. OK ? Sous licence GPL. D'ailleurs, la carte, oui. Juste comment il s'appelle celui qui a créé la carte? Massimo Benzi. Massimo Benzi. Donc, les plans ont été partagés et sont sous licence GPL. Ça veut dire que n'importe qui peut prendre ces plans, fabriquer une carte et dire elle est compatible Arduino Uno. D'ailleurs, vous le voyez ici, ce que je vous montre ici, c'est une copie chinoise, faite par Elegu, d'accord ? C'est une petite société qui se trouve à Yangzhou. Il n'enfreigne aucune propriété intellectuelle ou quoi que ce soit. Ils utilisent les plans pour faire cette carte. Et cette manière, cette approche, c'est ce qui a fait aussi le succès de l'Arduino. D'accord ? Clairement, aujourd'hui, cet Arduino, c'est une board qui est assez limitée, qui est peu puissante, etc., qui coûte très peu cher à fabriquer. D'accord ? On pourrait très bien faire de meilleures cartes aujourd'hui qui permettraient de faire des choses plus évoluées. Le fait est, c'est qu'un projet open source, ce qu'il faut bien retenir, un projet open source occupe le marché. D'accord ? Le fait est, c'est qu'Arduino, comme tout le monde peut le fabriquer, tout le monde a créé des cartes Arduino, et ça évite que des projets commerciaux s'implantent plus fortement. Observons cette carte. Hein. Vous le voyez, cette fois-ci, là, c'est le plan de l'Arduino Uno originel. Elle est très proche de celle-ci. Mais on va regarder un petit peu ensemble pour essayer de comprendre ce qu'il y a dessus. Okay ? On va commencer par les choses simples. Une prise USB. D'accord ? Ça va nous permettre de connecter notre carte à... Merci. Ça va permettre de connecter notre carte ici à l'ordinateur pour pouvoir lui parler et pour envoyer un programme. D'accord ? Comprenons-nous bien, entre un ordinateur et ceci, il y a beaucoup de différences. Hein. Ceci, ça n'est pas un ordinateur. C'est juste un microcontrôleur ATmega ici. C'est la partie intelligente. D'accord ? Ça peut se programmer. On peut envoyer un petit programme dessus, il va le faire fonctionner. Mais il n'y a pas de système d'exploitation, il n'y a pas d'interface graphique, ni quoi que ce soit. C'est juste un composant électronique qu'on peut programmer avec des entrées et des sorties. D'accord ? C'est un avantage par rapport à un ordinateur. C'est que ceci consomme énormément peu d'énergie. OK ? Ça veut dire que si jamais on fait un système, on peut mettre une batterie avec une pile, etc. et ça va fonctionner. Alors qu'un ordinateur demande beaucoup plus d'énergie. Donc on a la prise USB, on va pouvoir brancher ici. Ici, on a un petit quartz, hein, c'est-à-dire l'horloge qui va rythmer le fonctionnement de notre carte. D'accord ? Dans tout ordinateur, il y a aussi un quartz comme ceci. Ici, on a un petit branchement pour l'alimentation. Si on veut alimenter, enfin si on veut, il faut alimenter. Si on est en USB, ça s'alimente par USB, mais sinon, si on veut qu'elle soit autonome, on va pouvoir le brancher. Là, on peut mettre une petite batterie, une batterie lithium, comme on a dans nos téléphones mobiles, ou on peut mettre une pile. On a le cœur, d'accord ? L'ATmega qui est ici. Et ensuite, vous le voyez ici, on a des entrées analogiques et des entrées-sorties digitales. Mais c'est là toute la force hein, de cette carte, parce que ceci, c'est bien, on peut le faire fonctionner, mais si on lui envoie un programme, il faut bien voir le résultat. Puis ce programme, il va peut-être utiliser des données. Donc c'est grâce à ces entrées-sorties, ici, qu'on va pouvoir récupérer des données et puis en transmettre. Récupérer des données via quoi ? Eh bien, via des capteurs. Il existe un nombre incalculable de capteurs où on peut, par exemple, mettre un capteur de lumière, capteur de son, capteur de mouvement. Et puis en sortie ici, on va pouvoir piloter un écran LCD, un moteur, une hélice, un interrupteur, allumer un moteur, etc.
Okay, cette simple petite carte peut vous permettre de faire un système domotique complet chez vous, qui va vous permettre d'ouvrir vos volets, de piloter vos éléments, etc., d'allumer vos lumières quand on claque dans les mains, etc. D'accord? Donc, beaucoup de projets aujourd'hui, des projets qui sont crowdfundés, qu'on va voir un peu plus tard, eh bien, partent de cette carte. Puisque vous le voyez ici, il n'y a plus besoin d'être ingénieur aujourd'hui pour pouvoir acheter ceci, 20 €. Y brancher, vous voyez ici, il n'y a pas besoin de faire de soudure en plus, hein, on peut brancher directement comme ceci, y brancher des capteurs, etc., y mettre une logique métier et pouvoir développer un produit. Voilà typiquement comment on fait pour prototyper. Hein, prototyper, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a une idée et on veut qu'elle fonctionne. Donc on n'en est pas à l'industrialisation d'un produit encore. Donc notre carte, vous le voyez, on va pouvoir y brancher des petits fils. Ici, on utilise ce qu'on appelle un breadcrumb. Hein, c'est une plaque qui permet de facilement relier des éléments à d'autres. Et vous le voyez ici, cette plaque, on l'utilise pour relier quoi? Eh bien, une batterie et un petit moteur, et un petit élément. Et ainsi, on va pouvoir ensuite envoyer ce programme. Une fois que ce programme est envoyé, on peut débrancher l'USB, et là, ça va fonctionner de manière autonome. D'accord? Avec la pile, on peut mettre ceci dans une boîte et mettre ça où on veut, à l'extérieur, etc. Tant qu'il y aura de l'énergie dans la pile, notre programme va fonctionner et il va faire son métier. Donc les plans sont open source. Voyons rapidement les caractéristiques de cette petite board. Donc on l'a dit déjà, 14 entrées-sorties, 6 entrées analogiques pour pouvoir récupérer des données. Il y a 32 kilo-octets de mémoire. Donc vous voyez, c'est microscopique. 32 kilo-octets de mémoire. Très très peu de mémoire, mais ça suffit largement puisque ça n'est pas un ordinateur, il n'a pas à faire fonctionner un système d'exploitation. On programme cette petite puce d'ATM en C, donc ce n'est pas un langage du web, mais il existe déjà plein de librairies qui permettent de facilement faire plein de choses en une ligne. Donc c'est facile à programmer, ce n'est pas compliqué. Et ça coûte 20 €, voilà, ceci. Enfin, l'original vaut 20 €, la copie vaut la moitié. Et voilà le petit logiciel qui existe pour Mac, pour PC, etc., et qui va nous permettre de programmer cette petite carte. Donc comme c'est du hardware open source, bien sûr, on a plein de copies. D'accord? Des copies identiques, c'est-à-dire qui ont la même capacité, comme celle-ci. Là, il y a l'égout ici, c'est une Arduino Uno révision 3 basique. Mais après, vous le voyez, on a plein qui pimpent l'Arduino en disant nous, on a rajouté en plus ceci, on a rajouté en plus cela. Parce que vous le voyez, nous, tout de suite, si on veut utiliser ceci, on se dit ok, on va capter des choses, mais après, les informations, ce serait bien qu'on puisse les envoyer sur le net, à un serveur par exemple, pour pouvoir afficher le résultat. D'accord? On pense tout de suite à relier tout ceci à notre métier, qui est le web. Et par défaut, notre petit Arduino n'est pas connecté au web. Donc il y en a plein qui disent tiens, nous on a rajouté une petite puce Bluetooth pour pouvoir communiquer. Tiens, nous on a rajouté du Wi-Fi, comme ça c'est directement connectable avec le Wi-Fi, etc. Ou tiens, nous on a mis un contrôleur plus puissant pour pouvoir faire plus de calculs. On a mis plus de connecteurs, comme ça on va pouvoir relier plein de choses. Vous voyez celle-ci par exemple, typiquement c'est une board qui peut être utilisée pour faire un mur de LED. Imaginez un mur avec plein de LED comme ceci, et on peut dessiner, on peut faire on peut afficher des informations, etc. Pour ceci, il faut que la carte soit reliée à chaque LED pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre. D'accord? Donc il faut beaucoup d'entrées-sorties. Comme ici, vous le voyez, tous ces petits trous, c'est des entrées-sorties à chaque fois pour mettre une LED. Donc grâce à cette board, on pourrait très bien faire un mur de LED grand comme cet écran ici, et ainsi pouvoir le piloter et lui faire afficher des éléments. Donc j'ai une petite vidéo de Matteo Renzi. Je vous propose, on ne va pas regarder en entier parce que c'est un peu long, on va juste regarder le début pour bien comprendre l'approche de cet homme. Donc c'est une vidéo TED en anglais. Je vais mettre le sous-titre en français.
cet Italien parle anglais. The construction files, the hardware, the software, all the instructions is there. And also, this is part of a large community where there are thousands of people around the world C'est that are fort. actually making these kind of printers, and there's a lot of innovation happening because it's all open source. Et voilà. So you don't need anybody's permission to create something great. And that space is like, you know, the personal computer in 1976, like the Apples with the other companies are fighting, and we will see in a few years there will be the Apple of this kind of market come out. Well, there's also another interesting thing that I said the electronics is open source because at the heart of this printer there is something I really attached to, this Arduino board. So the motherboard that sort of powers this printer is a project I've been working on for the past 7 years. It's an open source project. I work with these friends of mine that I have here. So the 5 of us, 2 Americans, 2 Italians, and a Spaniard, with, you know, it's a worldwide project. So we came together in this design institute called the Interaction Design Institute RARE, which was teaching interaction design, this idea that you can take design from the simple shape of an object and you can move it forward to design the way you interact with things. Well, when you design an object that's supposed to interact with a human being, if you make a foam model of a mobile phone, it doesn't make any sense. You have to have something that actually interacts with people. So we worked on Arduino and a lot of other projects there to create platforms that would be simple for our students to use, so that our students could just build things that worked. But they don't have 5 years to become an electronics engineer. We have 1 month. So how do I make something that even a kid can use? And actually, with Arduino, we have kids like Sylvia that you see here that actually makes projects with Arduino. I have 11-year-old kids stop me and show me like stuff they built for Arduino. That's really scary to see the capabilities that kids have when you give them the tools. So let's look at what happens when you make a tool that anybody can just pick up and build something quickly. So one of the examples that I like to sort of kick off this discussion is this example of this cat feeder. The gentleman who made this project had 2 cats. One was sick and the other one was healthy. So he had to make sure that they ate the proper food. So he made this thing that recognizes the cat from a chip mounted in sort of on the collar of the cat and opens the door and the cat can eat the food. Petite explication sur le dispositif. Vous le voyez ici, on a une petite caméra, d'accord, qui est connectée. Comme ça, il va pouvoir détecter. Et là, c'est un lecteur de CD, d'accord, pour faire le volet, pour pouvoir cacher les croquettes et pouvoir ouvrir. This is made by recycling an old CD player that you can get from an old computer, some cardboard, tape, a couple of sensors, a few blinking LEDs, and then suddenly you have a tool. You build something that you cannot find on the market. And you know, I like this phrase, scratch your own itch. If you have an idea, you just go and you make it. This is the equivalent of sketching on paper done with electronics. So one of the features that I think is important about our work is that our hardware, on top of being made with love in Italy, as you can see from the sort of back of the circuit, is that it's open. So we publish all the design files for the circuit online. So you can download it and you can actually use it to make something or to modify, to learn. You know, when I was learning about programming, I learned by looking at other people's code or looking at other people's circuits on magazines. And this is a good way to learn by looking at other people's work. So the different elements of the project are all open. So the hardware is released with a Creative Commons license. So, you know, I like this idea that hardware becomes like a piece of culture that you share and you build upon, like it was a song or a poem, you know, with Creative Commons. Or the software is GPL, so it's open source as well. The documentation and the hands-on teaching methodology is also open source and released as the Creative Commons. Just the name is protected so that we can make sure that we can tell people what is Arduino and what isn't. And Arduino itself is made. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'après c'est un peu plus technique. Et vous voyez, j'espère que vous comprenez bien ce qui est intéressant ici, c'est que cette problématique de cette carte, ce ne sont pas des électroniciens ou des développeurs qui se sont dit on va faire cette carte, c'est des designers. D'accord ? Ce qui montre bien aussi la porosité entre les différents métiers. Aujourd'hui, un designer doit savoir comment
une fois qu'il a construit un produit, d'accord, comment interagir avec l'utilisateur? Il le dit bien ici, d'accord? Ça ne sert à rien de faire un téléphone s'il ne peut pas interagir avec l'utilisateur. On ne fait pas un objet inerte, ok, en tant que designer. En tant que designer de site web non plus. Okay, donc c'est important de savoir et de comprendre quelles sont les possibilités. On en a déjà parlé un petit peu avec comment organiser une veille ou quelles sont les technologies web utilisables aujourd'hui. Deuxième élément très important et qui a permis cette évolution de la culture des makers et qui est aujourd'hui au centre de cette culture, eh bien, c'est le Raspberry Pi. Voilà, deuxième. Donc là, cette fois-ci, on va augmenter dans les capacités. C'est un nanocomputer. Vous vous rappelez, ensemble, on avait vu les mainframes, ces énormes ordinateurs qui font toute une pièce. Puis ensuite, on avait vu qu'il y avait les micro-ordinateurs. Ils avaient dit micro parce qu'ils étaient grands comme des frigos. D'accord ? Les macros plutôt, ordinateurs, gros comme des frigos, puis ensuite des micros, c'est-à-dire les petits ordinateurs qu'on a aussi, micro-ordinateurs, eh bien, il y a encore plus petit, il y a le nanocomputer. Donc celui-ci, par contre, il est grand comme, vous voyez, un peu plus grand qu'une carte de crédit. Alors, Elias, aujourd'hui, vient de sortir, il y a quelques mois uniquement, son petit frère, c'est le 0. Donc lui, il est encore plus petit. C'est la même chose que celui-ci, il a les mêmes capacités, mais vous le voyez, il est encore plus petit. On va pouvoir le mettre bientôt dans notre manteau. Donc cette fois-ci, c'est un vrai ordinateur qu'on a ici. D'accord ? Regardons un peu ceci. Donc le Raspberry Pi, c'est son nom, c'est un ordinateur monocarte à processeur ARM. Donc ce n'est pas un processeur qu'il y a dans cet ordinateur, c'est plutôt un processeur qu'il y a comme dans votre téléphone. D'accord ? Il n'est pas plus grand qu'une carte de crédit et possède de nombreuses connectiques. Donc lui aussi, encore une fois, on va le voir ensemble, mais l'important, c'est qu'on va pouvoir y brancher des capteurs pour pouvoir récupérer de l'information et pour pouvoir émettre de l'information. Cette fois-ci, son créateur, c'est David Braben, c'est un développeur de jeux vidéo. D'accord ? Il a fait un jeu vidéo à l'époque, dans les années 80-90, qui a été connu, qui s'appelait Elite. Vous voyez, c'était la première fois où on faisait de la 3D en temps réel, avec des ordinateurs qui avaient très peu de capacité. Et lui, pour pouvoir pour pouvoir jouer à des jeux et créer des bornes qui puissent se déplacer, eh bien, il a créé ce petit ordinateur et puis c'est devenu un projet ensuite. Donc, regardons un petit peu ensemble ce qu'il y a sur cette carte. On voit encore une fois, on a toujours des connectiques USB. Il y en a un peu plus, mais on va pouvoir comme ça brancher aussi bien un ordinateur, mais aussi un clavier, une souris, etc. Puisque c'est un vrai ordinateur. Cet ordinateur-là, si on branche un clavier, une souris, et puis si on branche sur la prise mini HDMI ici un écran, eh bien ça peut faire tourner un système Linux, d'accord, avec un bureau, avec des fenêtres, avec un navigateur web, et ça peut jouer des vidéos YouTube, etc. D'accord ? C'est pas aussi puissant qu'un ordinateur comme celui-ci, mais ça suffit largement déjà avec cette puce Broadcom 2837, eh bien c'est déjà assez puissant pour pouvoir faire tourner tout ceci. On a une prise Ethernet, ça veut dire qu'on peut le brancher en filaire sur Internet, d'accord ? On a une prise audio, donc le son peut sortir, prise HDMI pour l'image, micro USB c'est pour pouvoir le brancher sur notre ordinateur si on veut l'alimenter, peut s'alimenter par micro USB, ou on peut mettre aussi un micro USB et puis un transfo et le brancher sur le secteur. On a ici la puce centrale, c'est elle qui va tout calculer. Donc elle est beaucoup plus puissante que simplement ceci. Vous le voyez ici, c'est un microcontrôleur, donc c'est avec une cadence très très peu importante. Là, c'est un vrai processeur, d'accord, qui peut être aussi puissant qu'un téléphone. On a ensuite plusieurs connectiques aussi, DSI 2 ici, dont une est dédiée pour la caméra, donc on va pouvoir brancher une caméra, une webcam. On a ici une petite antenne Wi-Fi, donc ça veut dire que celui-ci c'est le Raspberry 3, c'est le dernier modèle. Eh bien il a par défaut une antenne Bluetooth et une antenne Wi-Fi. Donc ça c'est très intéressant pour nous parce que ça veut dire que cet élément-là,
on peut directement le connecter, contrairement à l'Arduino, on peut directement le connecter au web. Donc il va pouvoir envoyer des informations ou il va pouvoir en récupérer. On va pouvoir le connecter aussi avec des périphériques, puisqu'il est Bluetooth. Donc on peut le piloter via un téléphone mobile, par exemple, qui est aussi Bluetooth. Alors je vous ai dit n'importe quoi. Ça, c'est la puce graphique, hein, GPU. Le Cortex, il est là. Ce n'est pas le plus gros qui est toujours le plus fort. Donc ici, l'ARM Cortex, vous voyez, c'est l'une des puces, alors c'est l'entrée de gamme, mais qu'on retrouve dans certains téléphones. Et puis ici, on a des GPIO, c'est-à-dire les fameuses entrées-sorties, comme sur l'Arduino, hein, qui sont ici. C'est la même chose. Donc on va pouvoir mettre, d'ailleurs, certains capteurs qui vont sur l'Arduino vont aussi sur le Raspberry. On va pouvoir faire des entrées-sorties. Donc là, on est vraiment plus proche de notre métier, puisque c'est un mini-ordinateur. On peut très bien le programmer. OK ? On peut très bien le programmer avec des technologies du web, si on le désire. Mais on va pouvoir aussi le brancher sur des dispositifs. Voilà, ça c'est de l'autre côté de la carte, hein. Eh bien on a la RAM. Cette fois-ci on a 1 giga, vous le voyez, hein, de l'autre côté on a 32 kilooctets. Là on a 1 giga de mémoire. Okay. Et puis on a ici le petit port micro SD card pour pouvoir mettre le système d'exploitation et pour pouvoir le mettre ici. Et ça va nous servir aussi de disque dur, puisqu'il n'y a pas de stockage. Donc on va pouvoir, si on a des fichiers à lire ou à écrire, eh bien on va pouvoir le faire sur la SD card. Excusez-moi, une question. Oui. Ça fait des années qu'ils font des nanotechnologies, mais en fait, le problème souvent, c'est pour refroidir. Là, il n'y a pas du tout de ventilateur, il faut brancher un rapport qui est énorme. Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas besoin de refroidissement ici, puisque là, C'est pas assez puissant. la cadence, en fait c'est la cadence, hein, c'est-à-dire le fameux quartz, etc., fait que si vous le laissez tourner pendant quelques heures, si vous mettez le doigt dessus, vous allez vous sentir que c'est chaud, mais ça n'atteint pas des températures qui nécessitent un refroidissement. Maintenant, si jamais on essaye de pousser la puce, etc., on peut facilement, ça se trouve dans le commerce, rajouter un petit radiateur passif, c'est-à-dire en fait mettre de la pâte thermique ici, et puis mettre par-dessus un petit élément en aluminium avec des ailettes. D'accord ? Le principe de la dissipation par la surface. On peut le mettre ici. Après, généralement, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Si vous cherchez sur Internet, vous allez voir certains qui ont mis des petits ventilateurs. Après, on peut mettre un tout petit ventilateur. Hein. Ouais, ça, je sais pas si ça existe. Ça existe tout à fait. Les ventilateurs, il en existe de toutes les tailles. On n'a pas besoin de mettre un gros ventilateur ici. Hein. Un petit ventilateur. Franchement, c'est pour des cas extrêmes. Hein. Là, vous le voyez, il ne faut pas oublier, vous ne le savez pas, mais cette architecture ARM, c'est une architecture qui est faite pour consommer le moins d'énergie. Contrairement aux architectures classiques que fait Intel. D'accord ? Intel, les architectures et les instructions et comment ils construisent les processeurs, c'est pour avoir le plus de puissance. Mais ça consomme beaucoup plus d'énergie. On peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui Intel, eh bien, ils sont aussi bien implémentés dans tous les ordinateurs, puisqu'aujourd'hui, ils propulsent aussi bien les PC que les Mac, d'accord ? Et pas dans le mobile, parce que c'est deux architectures différentes. Et Intel n'a jamais cru et creusé dans les années 80 et 90 l'architecture ARM. Du coup, d'autres sociétés l'ont fait pour elle. Et aujourd'hui, Qualcomm et d'autres grands constructeurs, eh bien, sont les leaders dans ce marché. Et Intel, eh bien, rame comme il peut pour essayer de remonter la pente. Parce que c'est juste une autre manière de construire les processeurs ici. Vous voyez, ce processeur, il est microscopique, et pourtant il a bien plus de puissance, si on fait le rapport puissance-énergie, qu'un processeur qu'il y a dans cet ordinateur. Quand on sait qu'aujourd'hui le système d'exploitation le plus installé, c'est Android, et que les puces les plus utilisées du coup sur les mobiles, c'est les puces ARM, on voit qu'Intel est en dehors du jeu. Hein. Donc voilà, pas besoin de refroidissement. Si on veut un refroidissement, un petit refroidissement à ailettes, ça coûte 2 €, là, un petit truc en aluminium, ça suffit. Et donc,
pour le Raspberry, ils ont développé une petite distribution Linux qui est assez légère mais qui possède déjà tous les éléments comme un navigateur web, un lecteur multimédia, un lecteur audio, un explorateur de fichiers, etc. Ça s'appelle Pixel maintenant. C'est basé sur Debian et Raspbian. Ça veut dire qu'on peut avoir un petit système d'exploitation avec des icônes et puis pouvoir faire des tâches classiques sur simplement cet ordinateur. Vous voyez avec cette taille. Voilà à quoi ressemble un bureau du Pixel. Vous voyez que c'est très proche de tout ce que vous connaissez, de Windows à Mac OS X, plus Windows que Mac OS X, mais voilà, on a un système de fenêtres, des icônes, un explorateur. Ici, on va pouvoir regarder tous les programmes, lancer les programmes, etc. Et le tout nouveau qui vient de sortir, donc le 0. Vous le voyez, l'architecture du Raspberry, ça commence déjà à dater de quelques années. Et aujourd'hui, eh bien, on peut réduire. Alors, il y a moins de possibilités. Vous le voyez, c'est plus compact, il y a moins de connectiques, etc. Mais on a la même puissance ici pour certains projets où on a besoin justement de faire embarquer dans quelque chose de plus petit. Eh bien, c'est le Raspberry 0 qui sera le mieux. Là, c'est un 0W, c'est-à-dire qu'en plus, il a la connectique Wi-Fi. Merci. Donc, avant de passer à la suite, voilà donc deux dispositifs qui ont propulsé, qui ont permis à beaucoup de makers de faire des projets. Comprenons-nous bien, derrière ces produits-là, eh bien, il y a beaucoup aussi de start-up qui ont pu lancer des produits. Puisque, imaginez, si ensemble, on a une idée d'un produit basé sur de la technologie, soit de l'automatisme Arduino, soit connecté au web et avec du calcul Raspberry, on peut très bien prototyper notre produit, faire un proof of concept avec ces boards-là, d'accord, avec des fils, etc., trouver un financement, et ensuite, on pourra envoyer les plans en Chine pour qu'ils nous fassent une carte dédiée, qui ne sera plus une Arduino ou une Raspberry Pi, mais qui aura les mêmes caractéristiques et qui sera notre carte pour pouvoir faire notre produit industriel. D'accord ? Donc, avant, pour pouvoir prototyper tout ceci, il fallait un électronicien, il fallait avoir un atelier, il fallait faire de la soudure, mettre des composants, etc. Aujourd'hui, on utilise des cartes qui donnent des possibilités, qui ont des capacités de départ, et ça va permettre de plus facilement prototyper et sortir un produit. Comment prototyper tout cela ? Parfois, on peut avoir ces cartes, mais parfois, il faut avoir d'autres éléments. On veut fabriquer un contenant, il faut pouvoir fabriquer une pièce, etc. Eh bien, un autre élément très important de la culture makers permet de faire ceci, ce sont les Fab Labs, les laboratoires de fabrication. Vous avez sûrement plus entendu, puisque ça a été assez médiatisé dans les médias classiques. On va revoir tout ceci. Donc, qu'est-ce qu'un Fab Lab ? C'est un atelier libre de partage d'espace, de machines, de logiciels et de compétences et de savoir. Il permet à tout porteur de projet, un maker, de réaliser un prototype physique. Donc, cette fois-ci, c'est un lieu, un espace, ce n'est pas un device, comme ici un petit contrôleur ou un mini-ordinateur, mais c'est un lieu où vont être mises à disposition des machines qui permettent de fabriquer et des logiciels, et aussi des personnes qui savent fabriquer, qui ont des compétences. OK ? Et on va pouvoir apprendre et construire notre prototype. Donc, qui a inventé ce concept de Fab Lab ? C'est Neil Gershenfeld, qui travaille au MIT et qui a développé le premier Fab Lab, et surtout qui a écrit une charte du Fab Lab, en disant, voilà, un Fab Lab, eh bien, ça doit contenir ceci, et ça doit avoir cette philosophie. Voilà, la philosophie des Fab Labs, c'est ceci. Learn, make, share. Apprendre, faire, partager. C'est un point très important ici, ces trois termes. Vous le voyez ? La technologie, l'apprentissage de la technologie et de la technique, de la techné, a un point spécifique, c'est que on peut très bien savoir et ne pas partager.
D'accord? On arrive dans l'obscurantisme à ce moment-là, vous imaginez. D'accord? Je sais des choses, je sais comment ça fonctionne, je ne vais pas le partager, je vais vous dire que ce n'est pas possible, que ça va coûter très cher. D'accord? On a ce côté obscur de la force dans les développeurs. D'accord? Je connais des développeurs, on en connaît tous, qui disent « Ah, c'est trop compliqué ». Et en fait, ils peuvent le faire facilement. OK? Ou qui disent « Non, maintenant, je ne veux plus intervenir là-dessus ». Donc vous voyez qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de très difficile dans cet aspect technologique. Et c'est pour ceci que pour sortir de ceci, de cet obscurantisme, il faut suivre des principes. Et voilà les principes que beaucoup de développeurs et cette culture eh bien, suivent. C'est d'apprendre, d'accord? Puisque dans la technique, comme ça évolue tout le temps, eh bien, on va apprendre tout le temps. Donc ce n'est pas quelque chose de fini. Je n'apprends pas un métier et ensuite je vais pouvoir l'utiliser toute ma vie. Il y a peu de métiers qui peuvent faire ceci encore, mais encore plus dans la technologie. Donc il va falloir apprendre tous les jours. Pour apprendre tous les jours, il va falloir partager aussi. D'accord? Je ne vois pas pourquoi des personnes partageraient leurs connaissances si vous ne les partagez pas. D'accord? Donc c'est logique. Moi, je prends quelque chose de quelqu'un d'autre et je vais le transmettre ensuite à quelqu'un d'autre. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est de faire. D'accord? C'est bien de concevoir, c'est bien de réfléchir, de penser « Ah, tiens, on pourrait faire ceci. Ah, tiens, on va monter ça et cela. » Mais au final, il faut que ça se concrétise, il faut que ça existe. D'accord? Les sites web, ce n'est pas juste des maquettes Photoshop. Il faut qu'à un moment, des utilisateurs puissent interagir avec. Il faut que ça se concrétise et que ça se fasse. Que ça existe. On ne va pas regarder cette vidéo. Peut-être à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans les Fab Labs? On va trouver plein d'éléments qui nous permettent justement de concrétiser nos projets. Par exemple, bien sûr, des imprimantes 3D. Hein, vous le voyez ici, si j'ai ce projet, par exemple, eh bien, ma carte, je vais vouloir l'enfermer dans un petit boîtier. Ce petit boîtier, par exemple, il pourrait très bien être fabriqué avec une imprimante 3D. D'accord? Dans les Fab Labs, eh bien, il y a un format de fichier 3D qu'on peut partager. On peut partager au travers de la planète. Et du coup, dans tout Fab Lab qui possède une imprimante 3D, on va pouvoir l'imprimer. Donc, si vous cherchez un petit peu sur Internet et sur YouTube, vous allez voir beaucoup de projets où certains ont conçu en Espagne un boîtier, et puis d'autres personnes l'ont récupéré en Afrique du Sud parce qu'ils avaient besoin de ce boîtier-là, et du coup, ils récupèrent le plan et ils peuvent l'imprimer. Vous voyez que c'est un élément très important quand même, qui pour utiliser un mot à la mode, peut disrupter l'industrie. L'industrie classique est fabriquée sur le fait de pouvoir fabriquer en série des éléments, puis ensuite les vendre. D'accord? Mais ici, on ne fabrique plus en série. On fabrique un par un, là où on en a besoin, en partageant les plans. OK? On pourrait imaginer, faisant de la prospective, on pourrait très bien imaginer un jour qu'à la place d'aller chez Ikea, on aille dans un Fab Lab en ayant le plan de ce qu'on veut et de le fabriquer là où on en a besoin. D'accord? Dans ces Fab Labs, on découvre aussi des découpes laser. On a beaucoup de choses, surtout pour les inscriptions, vous le voyez. On peut utiliser de la découpe laser pour faire des pièces aussi, mais ça permet de découper des éléments. De la découpe vinyle pour faire de la signalétique. De la soudure. Parfois, il faut assembler des éléments en métal. Parfois, il faut aussi, pas besoin de faire de la soudure à l'arc, mais tout simplement souder des composants, puisque une fois qu'on a fini notre prototype en mettant des petits fils, eh bien, on veut peut-être faire une carte qui soit plus robuste. Fraiseuse à commande numérique. Donc vous voyez ici, la fraiseuse à commande numérique, c'est une machine très simple. C'est comme une perceuse, d'accord, avec un élément ici qui va tourner, avec une fraise. On appelle une fraise ici. Et on a un plateau, un élément ici, avec notre matière. Là, c'est du bois. Et soit la fraise, soit le plateau, ça dépend de la commande numérique, va se déplacer. Et on va pouvoir ainsi creuser et faire des pièces, vous le voyez, qui peuvent être complexes. Encore une fois, on fait le modèle en 3D avec les cotes précises,
On envoie ceci à la commande numérique et ensuite celle-ci va fraiser notre pièce. On va pouvoir trouver aussi dans ces Fab Labs des ateliers pour prototyper des éléments électroniques. Avec, vous voyez ici, le boîtier de la Arduino, et puis avec du petit matériel pour l'électronique. Vous voyez, quand on fait de l'électronique, il faut pouvoir parfois mesurer des éléments électriques, il faut faire des petites soudures, donc il faut avoir un petit peu de matériel. On a aussi parfois des éléments un peu plus poussés, comme des scanners 3D. Vous voyez ici, petit élément rotatif, et puis avec un laser qui va mesurer les distances et qui va permettre d'avoir un scan assez précis de notre objet. Donc cette fois-ci, on ne part pas du modèle 3D digital pour en fabriquer un objet, mais on part de la réalité pour en fabriquer un modèle 3D. L'Internet des objets. Donc, vous le voyez, cet élément-là, c'est un élément très important dans la culture aussi des makers. C'est que pour prototyper et pour arriver à passer vraiment un prototype qui est un proof of concept à un premier produit qui peut être proche d'un produit industriel, il faut avoir cet élément-là des Fab Labs. À Paris, il en existe plein. Il y a beaucoup aussi de lieux qui s'appellent Fab Labs mais qui ne suivent pas la charte du MIT. D'accord ? Donc normalement, on ne devrait pas appeler ça un Fab Lab. Okay ? Puisqu'il y a plein de Fab Labs aujourd'hui qui sont des lieux dans des entreprises, où c'est des lieux aussi où on va expérimenter, etc., mais qui ne sont pas ouverts. C'est-à-dire on ne peut pas venir en disant « Salut Air Liquide, super votre Fab Lab, j'aimerais bien utiliser cette magnifique commande numérique à plusieurs millions. » D'accord ? On ne peut pas dire que ce soit vraiment des Fab Labs. C'est des ateliers d'expérimentation, de fabrication, mais le Fab Lab, avec ce logo qu'on a vu là, qui est là, d'accord, Fab Lab, il faut qu'ils suivent la charte des Fab Labs. Donc il faut qu'ils puissent partager, ça doit être ouvert à tout le monde, on doit pouvoir partager ce qu'on a fabriqué. Une petite question pour y accéder, j'ai vu qu'il y en a qui sont payants, mais ils sont tous payants, il y en a des gratuits. Alors après, vous le voyez bien, c'est un lieu, il y a des gens à l'intérieur, il y a du matériel, donc ça a un coût. Donc le principe, normalement, là, le premier Fab Lab qui a été fait par les gens du MIT, c'est dans une université, donc c'était gratuit. Ce qu'on retrouve le plus souvent à travers la planète, c'est une participation comme une association, c'est-à-dire on donne 30 € pour l'année, d'accord ? Donc ce n'est pas à l'utilisation, c'est à l'abonnement. Ça permet d'avoir un budget et du coup de payer les gens qui vont aider sur place, d'acheter du matériel, etc. Après voilà, c'est toujours la question, c'est quand est-ce qu'on fait payer, d'accord ? Donc normalement, le fair use fait que si vous venez pour juste un petit élément où vous ne savez pas comment fabriquer tel ou tel élément, vous n'allez pas payer. Après, si vous voulez participer régulièrement, que vous voulez avoir accès aux machines, vous participez. Voilà ce qui se fait le plus souvent dans les Fab Labs qui suivent la charte. On a enfin un quatrième élément, après avoir vu ces deux boards, après avoir vu cet espace, ce lieu où on peut fabriquer son prototype, c'est le financement. Vous voyez comme on est en train petit à petit de constituer toute une chaîne qui est une des chaînes qui est utilisée par les startups. D'accord ? J'ai des connaissances, j'ai des idées, j'identifie un problème, je fais une idéation sur la résolution de ce problème, je crée un prototype je le fabrique dans un Fab Lab, je le finance avec le crowdfunding. Donc on en arrive au dernier élément, le financement participatif. Donc là aussi c'est un élément plus connu, puisque ça a été grandement médiatisé dans les médias. Donc le crowdfunding, c'est une méthode permettant de financer un projet en demandant directement une participation financière aux futurs clients via une plateforme en ligne. Simple. Donc, j'ai un projet, j'ai le produit, le prototypé, il est fini, mais il me manque le financement pour passer au stade industriel, c'est-à-dire d'en fabriquer en série. D'accord ?
je vais demander donc à ceux qui seraient intéressés par ce produit, eh bien, de payer en avance. En retour, je vais leur donner un peu plus ou je vais leur donner la possibilité d'acheter le produit moins cher que quand il sortira ensuite dans le commerce. C'est le crowdfunding. Donc, vous voyez une micro-vidéo qui explique ceci. Bonjour et bienvenue dans l'émission La Boîte à idées, votre nouveau podcast dédié aux projets innovants et au financement participatif. Dans cet épisode hors série, je vais vous expliquer en 2 minutes ce qu'est le financement participatif qui permet de donner un coup de pouce financier à un projet ou de carrément remplacer le prêt des banques. Le financement participatif, qu'on appelle aussi crowdfunding en anglais, c'est très simple. C'est une personne, un groupe de personnes ou une société qui a une super idée, mais qui n'a pas l'argent ou la totalité de l'argent nécessaire pour la mettre en œuvre. Ils se rendent donc sur un site internet pour proposer à tout le monde de participer financièrement. Ça peut être 1 euro, 20 euros, 200 euros, 1000 euros, n'importe qui peut donner le montant qu'il souhaite et en échange recevoir des contreparties librement fixées. Si vous donnez 1 euro par exemple, le projet inscrira votre prénom sur leur site internet comme quoi vous les avez soutenus. Pour 20 euros, vous allez recevoir le produit du projet en avant-première. Pour 200 euros, pourquoi pas une édition collector. Et pour 1000 euros, là vous allez carrément être invité à visiter la société ou à rencontrer les porteurs du projet que vous soutenez et à donner votre avis sur l'avancement. Et grâce au financement participatif, on peut quasiment tout financer. Un film indépendant, l'album d'un groupe de musique peu connu, un jeu vidéo, des livres, le projet ou une idée d'un entrepreneur à qui les banques ne prêtent pas, et généralement elles ne prêtent pas quand c'est innovant, ou carrément une société qui est proche de chez vous ou à l'autre bout du monde, mais qui a une super idée de produit, qui a déjà les prototypes, mais qui n'a pas l'argent pour lancer la fabrication. Et c'est vous, grâce à votre participation, grâce à votre 1 euro, qui allez permettre à des gens d'avancer, de créer, et voire même de changer le monde en bousculant les marchés, les codes et les pensées. Voilà, vous savez presque tout sur le financement participatif et vous pouvez désormais regarder le podcast La Boîte à idées qui va vous présenter... Voilà. Donc bon, dans cette présentation, ils indiquaient qu'il suffit d'avoir une idée. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut avoir une idée, il faut avoir le prototype qui montre cette idée en fonctionnement. D'accord ? Il ne suffit pas de venir en disant j'ai une idée qui va révolutionner, vous n'allez pas trouver de financement à ce moment-là. Donc il en existe énormément des plateformes, soit des plateformes généralistes, soit des plateformes spécialisées. La plus grosse plateforme qui est ouverte aujourd'hui à tous les pays, ou à la majorité des pays, c'est Kickstarter, c'est une plateforme américaine. Vous connaissez sûrement KissKissBankBank, Indiegogo et Ulule, qui sont les plateformes plus connues en Europe. Alors ensuite, on a beaucoup de plateformes participatives qui sont spécialisées dans l'économie locale, dans certains secteurs. Il ne faut pas oublier que Oculus, d'accord, les lunettes 3D, Oculus Rift, etc., ça a été un projet Kickstarter. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose qui est industrialisé, qui devient un élément important de la culture digitale, eh bien, était au départ fait par une personne qui avait fait un prototype. Vous le voyez, ça c'est l'image qui se trouvait sur le projet Kickstarter, la page Kickstarter qui existe toujours d'ailleurs. D'accord ? Donc c'est pas le produit final, c'est un prototype qu'ils avaient fait jusque-là pour pouvoir faire le proof of concept que ça fonctionnait. On a plein d'autres projets. Pour vous dire, actuellement, là, ce qui vient de se terminer sur Kickstarter, c'est une autre lunette de VR, Pimax, qui est, vous le voyez, avec 2 écrans qui sont beaucoup plus grands pour avoir un champ de vision plus important et avec une résolution plus importante. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, malgré que aujourd'hui la VR est une industrie, etc., eh bien, on peut utiliser toujours le crowdfunding pour pouvoir financer ce type de projet. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi, par exemple, ceux qui inventent Pimax ici vont plutôt se tourner vers une plateforme de crowdfunding plutôt que vers des business angels ou des
des financeurs privés? Oui, ça peut être une dimension. Mais aujourd'hui, chez les Américains, par exemple, le financement ne veut pas dire pilotage du projet. La prise de risque, c'est pas la même. Il y a un intermédiaire aussi. Des financeurs qui rentrent dans votre capital, ce n'est pas des intermédiaires. Il n'y a pas, au final, le projet ne sera pas plus cher. Non, il y a un élément constitutif aujourd'hui de cette économie. C'est que Kickstarter, ça va permettre de financer ce projet, mais c'est aussi une magnifique machine de communication. C'est que vous voyez, en mettant en projet en crowdfunding et en regroupant des personnes, on fait que des personnes s'investissent dans le projet et on crée une communauté de personnes qui vont vouloir le produit. D'accord ? Ça existe déjà dans le jeu vidéo, ça existe dans de nombreux domaines de l'industrie. Le fait qu'aujourd'hui, pour sortir un projet qui va fonctionner, classiquement, on conçoit le projet, on teste, etc. Et ensuite, on fait une campagne de communication pour pouvoir le vendre. D'accord ? C'est comme ceci que Danone sort des yaourts. OK ? Dans le digital, on crée le produit, on monte son élaboration, on communique sur ce storytelling, d'accord ? Parce que c'est un formidable storytelling de raconter comment ceci fonctionne, comment on avance, comment on a trouvé de l'argent, comment maintenant telle personne a utilisé ceci, comment on a... Donc la conception et la création du projet jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'au client est un premier storytelling qui va permettre aux futurs clients de s'investir dedans et du coup, eh bien, de créer une communauté et de vendre le produit. Si on n'atteint pas finalement le budget escompté, ça veut dire que grosso modo, notre idée, on peut déjà l'arrêter. Enfin, comment ça se passe ? Ça sera un essai du capé quelque part. Alors, plusieurs possibilités. En tout cas, sur Kickstarter, le principe, c'est que si vous n'arrivez pas au niveau, vous n'avez aucun argent. D'accord ? Sur d'autres plateformes, ils modulent en disant on va vous donner finalement ce qu'il y a ou on va attendre que ça arrive à ce niveau-là, etc. Sur Kickstarter, c'est quitte ou double. Quand le temps est terminé, si vous n'arrivez pas au budget demandé, vous n'avez rien. D'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Effectivement, c'est un premier élément qui va permettre de dire est-ce qu'il y a le public ? D'accord ? Est-ce qu'on a bien fait de faire ceci ? Est-ce que le produit est bien prêt ? Beaucoup de projets reviennent et font un deuxième tour ensuite. Et souvent, ils sont financés d'ailleurs. D'accord ? Peut-être parce que la campagne n'était pas encore assez bien rodée, parce que le produit n'était pas bien fini aussi, ou parce qu'en tout cas, il y a quelque chose qui a mal fonctionné, et ça permet donc de reconfigurer le projet. Comprenons-nous bien, hein, la campagne Kickstarter, c'est la campagne de communication de vente du produit. Hein. Ce n'est pas une campagne de financement. Donc il y a une superposition entre le financement et la campagne de communication. Les montres Peebles, alors aujourd'hui, Apple a sorti sa montre, etc. Mais les premières montres connectées, etc., les Peebles, ça a été financé aussi par campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Il y a des jeux, hein, ce jeu Kingdom Come, qui est une simulation médiévale, faite par un studio qui vient de l'Europe de l'Est, etc. Ils ne trouvaient pas de financement, aucun des gros studios voulait les financer parce qu'il y a de la concurrence à ce niveau-là et qu'ils pensent que c'est pas là où il faut se développer. Eh bien, ils ont fait leur campagne, ils ont levé bien plus de fois que nécessaire leur budget. Et aujourd'hui, ils sortent sur Steam et ils ont pu financer la totalité. On a des projets, je vous conseille de vous pencher quand même sur Kickstarter parce que c'est assez fantastique. On a des projets qui sont très très poussés. Là, cette campagne va bientôt se terminer, c'est un télescope. C'est fait par des scientifiques. C'est un télescope qui permet d'observer les étoiles. Ça coûte $1 500. C'est pas un produit
c'est un produit de niche, vous voyez, c'est un produit de niche un peu cher, etc. Eh bien, ils sont en train de boucler leur financement. Donc, ils ont pu prototyper le produit, ils ont pu en faire quelques prototypes, vous le voyez, puisque là, on a un produit bien terminé, etc. Et ils ont pu le financer. Donc, on le sait aujourd'hui, plein d'entreprises qui pourraient passer par un financement via la plateforme classique, Business Angels, des banques, etc., font un Kickstarter parce que ça permet de créer le storytelling et de créer la campagne de com qui coûtera bien moins cher qu'une campagne conventionnelle. Ça permet aussi de pallier à des problèmes de l'industrie, hein, vous le voyez ici. Hein, un utilisateur de Mac et qui en avait marre d'avoir énormément d'adaptateurs et de câbles, eh bien, a créé ce petit boîtier, d'accord, qui a été financé, je peux vous le dire là, fois 10 de ce qu'il avait demandé, d'accord. Et on voit bien ici, l'avantage de pouvoir refaire par soi-même, c'est que quand l'industrie ne donne pas la réponse attendue par une communauté, en tout cas par un ensemble d'utilisateurs, eh bien c'est les utilisateurs eux-mêmes, via tout ce qu'on vient de voir ensemble, qui peuvent répondre à cette question, qui peuvent répondre à la demande du marché. Donc là, vous le voyez, on peut brancher cet élément sur l'unique prise USB-C et ainsi pouvoir avoir l'ensemble des connectiques qui sont nécessaires quand on a un ordinateur de manière élégante, sans avoir plein de dongles et de câbles. Oui. Mais du coup, quand le montant il est des fois 3 ou 4 fois ce qui était demandé à la base, au final il y a des comptes à rendre quand même, parce qu'il y a un surplus. Donc des améliorations qui n'étaient pas prévues à la base, qui sont finalement obligées. Alors, sur Kickstarter, c'est clairement intégré dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, voilà, puis après il y a des paliers supplémentaires avec à chaque fois des rewards supplémentaires. Donc, pourquoi ça a été mis en place ceci? C'est pour inciter aussi les gens qui participent à médiatiser, parce que vous le voyez bien, plus il y aura d'argent, plus on va arriver au sommet et plus on aura de reward pour le même prix. Parce que vous comprenez bien, si moi je m'engage sur 30 € et qu'ensuite on passe les différents paliers, eh bien pour ceux qui ont participé à 30 €, on va avoir plus de choses. Donc en fait, ça veut dire que les gens vont pouvoir plus s'investir dans les réseaux sociaux, plus communiquer dans leur communauté en disant ben moi j'ai acheté ceci, etc. Tu devrais regarder parce que ça va résoudre aussi ton problème, puisqu'on a le même problème. Donc voilà, ça c'est intégré et ça fait partie du circuit qui permet de propulser les projets. Alors ça pose aussi des problèmes, hein. C'est que parfois, c'est arrivé déjà, il y a plusieurs testimonials, c'est-à-dire des retours d'expérience qui le disent. Certaines personnes se retrouvent avec trop d'argent. En fait, ils voulaient juste faire ce projet. Ils avaient mis quelques éléments supplémentaires, mais ils se retrouvent du coup à gérer une production d'objets, de goodies, d'éléments supplémentaires, alors qu'eux, ils voulaient juste réaliser leur projet. D'accord ? C'est le côté obscur de cette manière de faire. Voyons maintenant ce qui se cache derrière tout ceci. Hein, c'est cette culture des hackers que l'on va essayer de clarifier également. Puisque, si je vous parle de hackers, j'imagine, si on pose des questions dans l'Assemblée, vous allez avoir une image qui va apparaître, qui est une image contemporaine, hein, qui est véhiculée par Internet, etc., et qui est loin de où viennent les hackers et de l'aspect réel de ce que c'est. Donc on va essayer de voir un petit peu d'où cela vient et à quoi correspond exactement ce terme hacker. Détourner la machine. Donc, si je vous parle de hacker, vous voyez tout de suite ceci. D'accord ? Généralement un adolescent avec une capuche, je ne sais pas pourquoi, mais bon, d'accord, peut-être pour masquer les yeux, etc., ça fait un peu mystérieux. Plutôt des lettres vertes sur fond noir, toujours vert. Bon, l'informatique, ça, c'était vert dans les années fin 70, début 80, quand on avait des écrans monochromes. Mais c'est comme ça, hein, ça vient de Matrix aussi. Voilà, on a toujours des
des adolescents avec des capuches et qui sont capables de détourner des choses et de faire trembler les... Voilà. C'est des méchants, d'accord? Ils sont dans l'ombre. Ils font peut-être partie du complot international, on ne sait pas. Bon, ça c'est une vision romantique du hacker, qui n'a rien à voir avec la réalité. Enfin. Donc voyons d'où vient ce terme hacker et à quoi il correspond à l'origine. Vous voyez on va remonter dans le temps, 1958, et nous sommes au TMRC, ce Tech Model Railroad Club of MIT. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que ce Tech Model Railroad Club of MIT? Non? C'est le club de modèles réduits de train du MIT. Au MIT, il y a différents clubs, d'accord? Il y a les clubs de sport, etc. Et les clubs de passionnés de modèles de train. C'est dans ce building 20 au MIT qu'il y a le club de train. Donc que font le club de train du MIT? Eh bien, ils font des modèles réduits, d'accord? Ils font des petits trains, ils mettent des lignes de chemin de fer, ils mettent de l'électrisation, ils font une vraie gare de triage, etc. Et puis ensuite, ils jouent au petit train. OK? Alors vous voyez, ce n'est pas le petit train qu'on a tous installé dans notre salon une fois en faisant un ovale comme ceci, en faisant tourner une petite... C'est un peu plus élaboré, d'accord? Il y a des relais électriques, etc. Il y a du câble, il y a des kilomètres de câbles, etc. Mais c'est quand même des petits trains. Il y a un aspect très intéressant d'ailleurs. Vous voyez, ceci permettrait d'automatiser tout cela, hein, mais à l'époque, il ne l'avait pas en 58. Il y a un aspect très intéressant dans cette histoire de petits trains, c'est que, eh bien, il faut automatiser des éléments, il faut créer des circuits, etc. Dans ce club, il y a plusieurs personnes qui vont être très très importantes pour la suite. Alan Kotok, un informaticien, d'accord, il est au MIT, hein, eh bien, il va être instigateur plus tard du W3C, il va inventer le joystick, d'accord, et il a inventé l'un des premiers jeux vidéo Spaceware au MIT. Donc vous voyez que il a été au centre de tout ceci. Il fait partie du club des petits trains. Jacques Denis aussi, lui va travailler sur le time sharing, hein, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire le temps partagé pour les gros mainframes. Et Peter Thomson, qui lui va travailler beaucoup sur les premiers langages, il va aussi contribuer au Spaceware, et surtout, eh bien, il va écrire le dictionnaire du TMRC. Parce que ce club a vraiment une culture particulière. En dehors des trains, en tout cas, ils sont obligés, pour pouvoir créer leur circuit, pour pouvoir faire tous leurs petits trains, etc., ils sont vraiment obligés de détourner les technologies. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en 58 pour faire des modélisations au niveau de ce qu'ils veulent faire. D'accord? Et là, c'est des photos qui sont récentes ou qui sont plus anciennes. Mais il faut bien imaginer que cette bande d'adolescents, eh bien, ils ont une culture propre, hein, qui est celle de la fin des années 60, un petit peu alternative. Et du coup, eh bien, ils ont inventé tout un vocabulaire, notamment retranscrit dans le dictionnaire du TMRC tenu par Peter Thomson. C'est dans ce dictionnaire qu'on a cette première définition, en fait. C'est eux qui ont inventé ce terme. Et on le retrouve dans ce dictionnaire, hacker. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de définitions, hein, ça date de 59. Voyons un petit peu les différentes définitions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hacker? C'est une personne qui aime bien apprendre les détails sur la programmation de système et comment étendre les capacités. Très important ceci, puisque c'est vraiment le sens premier, vous le voyez, du hacking. C'est-à-dire, quand on a un système, eh bien, on va essayer de le comprendre jusqu'à pouvoir en faire autre chose, ou en tout cas, accroître ses capacités. Opposé aux utilisateurs les plus communs, hein, qui préfèrent apprendre le minimum nécessaire. Donc là, vous voyez, il y a une vraie prise de position, et puis il y a un petit tacle par rapport à d'autres développeurs, c'est que vous voyez, eux, ils pensent que développer ou apprendre une technologie, c'est la dépasser, la comprendre, etc. Contrairement à d'autres, et là,
à ce moment-là, vous voyez, c'est pour les personnes d'IBM, etc., qui pensent que apprendre à développer, c'est apprendre comment un ordinateur fonctionne et rester dans ce cadre-là, d'accord, et être utilisateur d'un ordinateur. Eux, ils pensent qu'il faut le comprendre, il faut aller bien plus loin, bien comprendre le système, d'accord, prendre du plaisir à l'apprendre, ce système, pour pouvoir dépasser ses capacités. C'est ce qu'ils vont faire ensuite, plus tard, vous allez le voir. Deuxième définition, quelqu'un qui programme avec enthousiasme. Tous ces termes, ils sont choisis quand même, hein, parce que vous imaginez bien qu'à l'époque, programmer sur des ordinateurs mainframe, etc., ça n'est pas du tout, fun. Ok ? Je vous l'avais dit, il y a des cartes perforées, etc. Il faut mettre un programme, il faut attendre la nuit pour qu'il soit compilé. Ensuite, on n'est pas tout seul à avoir l'ordinateur, il faut attendre son tour, etc. Du coup, ces jeunes trublions, eh bien, font piquer de grève devant les machines, parce que c'est pas leur ordinateur qu'ils vont utiliser. Ils sont pas dans le bâtiment de l'ordinateur qu'ils utilisent. Donc en fait, leur maître d'études leur a dit, quand il est libre, vous pouvez l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont faire les 3-8 pour pouvoir être toujours devant la porte de cet ordinateur. Et comme ça, dès qu'il est libre, ils peuvent mettre l'un de leurs programmes. Donc vous voyez, ils sont enthousiastes et ils aiment ce qu'ils font. Donc quelqu'un qui programme avec enthousiasme ou qui aime programmer plutôt que de juste théoriser sur la programmation. Donc là, c'est un petit tacle à leur professeur. Hop. Troisième point, une personne capable d'apprécier les valeurs du hack. Hein, vous voyez, hacker, ça vient du terme hack, hein, qui est justement détourné. Une personne qui est bonne à la programmation rapide. Hein. Tout ce que fait un hacker n'est pas un hack. Voilà. Et enfin, un expert dans la programmation, ou quelqu'un qui travaille fréquemment dedans. D'accord ? Et sixième définition, et la dernière, une personne malicieuse à récupérer ou à essayer de découvrir des informations en cherchant autour, comme des mots de passe, password hacker ou network hacker. Vous voyez, la définition qu'on s'en fait aujourd'hui, avec l'homme à capuche, etc., c'est la sixième, d'accord, qui est devenue celle commune dans l'imaginaire du public. Et il y en a 5 autres. D'accord ? Il y a surtout la première ici, qui est celle qui est la vraie définition du hacker, et qui, vous le voyez, a fort à faire avec tout ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire la possibilité eh bien, de comprendre, d'apprendre, d'aimer apprendre les détails d'un système et de pouvoir dépasser ses capacités. Si vous cherchez sur le net, et on regardera un petit peu si il nous reste le temps, mais à partir de ces simples petits éléments, eh bien, des personnes ont fait des choses complètement folles. C'est dans cette optique-là, d'accord, de dépasser les capacités de simplement ces petits éléments. Alors après, dépasser les capacités, ça peut être dépasser les capacités de sécurité. Mais vous voyez, c'est un détail par rapport à ce qui est défini ici dans le dictionnaire du TMRC. Donc, à cette époque, on est dans l'époque des mainframes et des tubes électroniques. Au MIT, il y a le TXO, c'est l'un des premiers ordinateurs, vous voyez, qui est un peu plus petit que les autres. Et c'est sur cet ordinateur qu'ils vont commencer à faire leur hack. Ils vont surtout faire leur hack sur le PDP-1, on en a déjà parlé la dernière fois, si vous vous en souvenez. Et on retrouve ici le fameux écran qui va servir ensuite pour faire Space War, l'un des premiers jeux vidéo. Donc le Thomson, lui, qui a écrit le dictionnaire, il va, à partir de ce PDP-1, il va jouer de la musique, ce qui n'est pas prévu par cet ordinateur. D'accord ? Et c'est une application classique de ce principe de hacker, c'est qu'il a compris comment cet ordinateur fonctionnait, etc. Il a vu ce qu'il était possible de faire. Au-delà du concepteur de l'ordinateur, il a fait jouer de la musique. Cette vidéo, elle est visible sur Internet. C'est comme ceci aussi qu'ils vont détourner
cet écran qui normalement sert à voir des schémas électriques, d'accord? Et ils vont en faire un jeu vidéo, Space War. Vous voyez, c'était pas fait pour faire des jeux vidéo, hein. Personne n'a conçu le PDP-1 avec cet écran pour faire des jeux vidéo. Mais ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet élément, et ils l'ont détourné. Et vous voyez, cette approche-là du hacking, etc., c'est le fuel de l'ensemble de la culture californienne, d'accord, qu'on retrouve dans la Silicon Valley, et des makers. Voilà, il y a John McCarthy aussi qui lui va aller ensuite dans l'intelligence artificielle, ce qui sera une autre conférence, qui va jeter les bases de l'intelligence artificielle, mais qui a aussi participé. On va voir un dernier groupe de hackers, vraiment pour la culture, c'est les Phreakers. C'est des hackers des années 60. Et ça montre bien leur manière, la philosophie qui se cache derrière ceci. C'est l'un des premiers hackers, celui-ci, hein, mais avant même que le terme existe, il s'appelle John Draper, et qu'on appelait à l'époque Captain Crunch. Et c'est un phreaker américain. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un phreaker? Donc, pourquoi on l'appelait Captain Crunch? Eh bien, vous allez voir, c'est cocasse comme histoire. C'est parce que c'est grâce à cet élément. Qu'est-ce que c'est que cet élément? C'est un petit sifflet qui était donné en cadeau dans les céréales Captain Crunch. D'accord? Donc, quand on achetait les céréales Captain Crunch, on avait ce petit sifflet, et quand on sifflait, ça faisait une note. Super. Et le John Draper, qu'est-ce qu'il a découvert, lui? Il a découvert que grâce à cette note, c'était une note précise, et si vous prenez un téléphone et vous sifflez avec ce sifflet-là, eh bien c'est la note précise qui déclenche l'accès au réseau international pour pouvoir appeler autour de la planète gratuitement. D'accord? Donc, c'est les premiers pirates qui ont piraté le système téléphonique américain, et grâce à ce sifflet Captain Crunch, alors les personnes, vous voyez, qui ont fait les céréales et qui ont fait ce sifflet, ils n'ont pas fait exprès de faire la fameuse note. D'accord? Captain Crunch, lui, il a détourné cet élément-là, qui était un simple sifflet pour enfants, pour en faire une arme. Donc dans les années 60, on avait souvent ce qu'on appelait des phreakers, c'est-à-dire ces personnes-là, et puis qui, via des cabines téléphoniques, pouvaient, avec la fameuse bonne note et le sifflet, eh bien, appeler n'importe où. Alors, il y a des histoires rocambolesques, hein, ils ont appelé le pape au Vatican, par exemple, etc. Bon. Ce qui est totalement interdit. Hein. Sont arrivés ces boîtiers, ici. Qu'est-ce que c'est que ce boîtier? Eh bien, c'est une boîte qui permet de faire facilement un phreak, c'est-à-dire qui permet de faire la fameuse note en collant ici l'élément, comme ça va déclencher le fameux appel international, et ensuite on va pouvoir appeler gratuitement autour de la planète. Dans les années 60, hein, je peux vous dire que les appels internationaux, ce n'était pas donné. Donc voilà un détournement. Il y a des personnes connues qui en ont fait un petit business. Hein. Steve Jobs et Steve Wozniak, ils ont commencé leur collaboration en faisant des boîtiers pour phreakers. C'est comme ça qu'ils ont gagné de l'argent, parce qu'ils les vendaient, forcément. Steve Jobs, il ne peut pas le faire pour la gloire. Donc Wozniak a fait le boîtier, hein, c'était facile à reproduire une seule note. Steve Jobs l'a vendu, bon, il y a eu des histoires aussi, ils l'ont vendu à des truands, etc. Bon, ça se trouve dans la littérature. Mais voilà, c'est assez rigolo, c'est que vous voyez des personnes qui vont ensuite eh bien, créer des jalons importants dans l'informatique contemporaine ensuite, en créant l'Apple II, etc. Eh bien, ils ont commencé par détourner aussi, par participer à la culture hacker. Il y a un documentaire très intéressant autour de ceci, hein, autour de cette culture, où on voit des personnes assez connues, notamment Steve Wozniak, qui a, à l'époque, parlé de cette culture. Donc, si on essaie de prendre un petit peu
d'altitude et de voir tout ceci, hein, on a un peu cette nébuleuse. Hein, autour de cette culture hacker, eh bien, on a des dispositifs aujourd'hui qui sont peu chers, qui peuvent être utilisés, achetés et utilisés par tout le monde. D'accord ? Ça, c'est 12 €. Ça, c'est 30. Ça, c'est 20. D'accord ? Donc, on ne peut pas dire que ce soit expensive. À partir de ceci, eh bien, on va pouvoir fabriquer des choses, on va pouvoir inventer, prototyper. On va pouvoir peut-être détourner aussi. D'accord ? On va pouvoir prototyper et concrétiser dans un Fab Lab. Et puis, si on arrive à quelque chose, on va pouvoir financer tout ceci avec le crowdfunding. Vous voyez que tout ceci forme un ensemble, une nébuleuse, qui permet à des groupes de personnes individuelles ou des jeunes entreprises, quand on dit jeunes entreprises en recherche de modèle économique, ça s'appelle start-up, eh bien de rapidement pouvoir concrétiser une idée et un produit, voire de le commercialiser, de l'industrialiser, de le financer. Donc il y a un très beau documentaire sur les makers, hein, que je vous conseille, si vous avez l'occasion de le voir, qui fait un tour des Fab Labs, etc., et puis de cette approche. Arte a fait aussi, sur Arte Créatif, des petits sujets d'1 à 2 minutes autour de la culture hacker. Très intéressant, ils vont voir des Fab Labs, ils vont voir des hackerspace aussi. Donc, les hackerspace, c'est un peu comme des Fab Labs, sauf que c'est dédié au détournement. Il y a une littérature importante qui existe. Tenez, si vous voulez regarder un petit peu. Voilà, donc il y a toute une culture, il y a bien sûr des sites web, mais il y a aussi des magazines, il y a aussi des événements qui sont autour, vous voyez, des technologies et de ces cultures de makers. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces magazines ? Eh bien, on va retrouver des choses à fabriquer, hein, avec la liste des composants, la liste souvent autour des plateformes qu'on vient de voir ici, et qui permettent bien facilement de fabriquer tel ou tel élément. On a de nombreux magazines et de nombreux sites. Avez-vous des questions ? Là-dessus. Pas de questions ? Je vous propose de finir en voyant quelques projets qui ont été faits à partir de différents éléments. Et puis on s'arrêtera là. C'est pas le mien. It's final exams week, and that means 2 things. Donc, voyons 10 projets. Bon, la musique n'apporte rien. Donc là, une petite console Game Boy. Donc aujourd'hui, on peut très bien faire tourner un émulateur de toutes les vieilles consoles 8 bits, voire 16 bits là-dessus. Ça veut dire que donc, comme il y a une prise HDMI, il y a une sortie son, etc., en fabriquant un boîtier avec une imprimante 3D et en plaçant la carte, des petites enceintes, la carte, et puis ensuite quand même quelques petits shields pour pouvoir mettre le joystick et les boutons, eh bien on peut se fabriquer soi-même une console. Alors, on peut reproduire ceci. Si vous regardez sur Amazon, on trouve énormément de clones chinois de ce type de console. Ils l'ont fabriqué comment ? Comme ceci, tout simplement. Hein. Enfin, ils ont prototypé comme ceci, ensuite ils sont passés à l'industrialisation.
Donc là, un frigo connecté. Donc là, c'est vraiment des proof of concept, hein, puisque vous voyez, le frigo, déjà, il n'est pas très sexy. Mais le principe est le suivant, c'est que ce frigo va pouvoir, via une caméra, eh bien, regarder, constater quand il manque des canettes, et ainsi pouvoir alerter ou pouvoir faire un appel et réapprovisionner le frigo, pour qu'il soit toujours... Donc vous voyez, une petite caméra reliée au Raspberry Pi. On a ensuite automatisé la montée. On va pouvoir envoyer un message. Donc là, il y a une connexion que vous voyez via Internet et via des services web classiques, développés avec les technologies du web. Mais on a cette partie ici, prise d'image des différents étages. C'est envoyé à la boîte mail. Donc on est d'accord, ça ne sert à rien. D'accord ? Les personnes qui font ceci, c'est pas pour se dire on va lancer un frigo comme ceci, ça va fonctionner. C'est ce qu'on appelle des proof of concept, c'est pour pouvoir fabriquer des éléments et pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir être prêt. Donc là, une petite machine, une bande d'arcade. Donc vous voyez, on retrouve toujours le Raspberry Pi ici, un écran, puis ensuite différents éléments. Vous voyez, la structure à l'intérieur, c'est assez sommaire, hein, c'est du bois, hein, on peut le faire chez soi avec une scie sauteuse et si on est un petit peu bricoleur. Et donc une machine à sous, ce qui est interdit. Enfin, à part si elle donne des roudoudous. Interdit. Une drum machine, boîte à rythme. Hein, étant donné que cet ordinateur, que ceci c'est un ordinateur qui a une prise audio de sortie, ben on peut très bien générer des sons, etc. Donc on peut l'utiliser, vous le voyez. Ici, ils sont utilisés en le branchant avec un pad MIDI. Et ensuite, le Raspberry Pi récupère voilà. Après, on voit que les makers ne sont pas spécialement des musiciens. D'accord ? On ne peut pas tout savoir faire. Une machine à mixer. Donc ce ne sont pas des bons DJ non plus. Alors, vous voyez, hein, il y a ce type d'éléments, il y a une industrialisation hein, de ceci. Un effet pour des guitares. Alors, on peut très bien aussi bien sur l'Arduino que la Raspberry Pi, on peut très bien rajouter des shields, c'est-à-dire des cartes supplémentaires dessus qui permettent d'avoir des fonctionnalités différentes. Donc on peut avoir un shield qui va permettre d'avoir des entrées-sorties de haute qualité pour pouvoir récupérer le son, le traiter et ensuite ressortir. Donc là, un guitariste en a fait une pédale d'effet, vous le voyez. Il a branché un petit écran dessus pour qu'on puisse voir le nom des effets et leurs paramètres. Et pour pouvoir charger différents algorithmes, comme ici, une reverb plate ou une distorsion. Une machine pour fabriquer des Oreos. Donc voilà, on est sur une Maker Faire, hein, un événement qui montre ce que sont capables de faire les gens. Et donc là, on peut
on peut choisir soi-même, on peut paramétrer son Oreo pour pouvoir le fabriquer ensuite à la pièce. Donc avec un grand écran tactile. Donc on va pouvoir choisir les goûts. Donc on voit ici, on voit l'envers du décor, hein, puisque vous l'avez vu, la borne. La borne ensuite, c'est un produit plutôt classique et bien fait. Ici on a les différents vérins qui permettent de piloter les différents éléments. Donc vous voyez que c'est une machine assez complexe. Là, on voit les différents transformateurs, hein, qui sont branchés pour alimenter les éléments. Et là, on voit le Raspberry Pi qui commande tout ceci. On a aussi ici une board Breadcrumb avec un Arduino, puisqu'on peut très bien les brancher aussi, hein. L'Arduino, il peut envoyer des informations au Raspberry Pi qui, lui, va traiter l'ensemble, qui va faire le chef d'orchestre. Et donc voilà, on peut décider, vous le voyez, des différents goûts qu'il y aura dans notre Oreo, fabriqué sur place. Ceux qui sont intéressés par cette machine, j'en vends. Hein. On a ici un élément intéressant, c'est un robot balançoire. C'est-à-dire que ce robot, eh bien, il possède un élément inertiel qui permet de savoir, comme sur un téléphone mobile, hein, qui permet de savoir quelle est l'inclinaison, d'accord ? Et suivant l'inclinaison, eh bien, le Raspberry Pi fait tourner les roues. Donc quand il penche vers la droite, il fait tourner les roues vers la gauche, quand il tourne vers la gauche, vers la droite. Et du coup, eh bien, ça fait un robot qui se tient debout, parce qu'il corrige à chaque fois son balancement. S'il tombe d'un côté, il avance, il recule. Ensuite, ici, on a des petits capteurs sensoriels à distance. Vous le voyez, il cherche la balle. Donc comprenons bien ceci, ou cet exemple-là aussi, avec, vous voyez, un petit robot avec des détecteurs, mais en plus, lui, il a une caméra, une webcam, qui va pouvoir envoyer l'image sur des lunettes à son utilisateur, là-bas, voilà. Donc avec un cardboard, d'accord, une petite lunette VR en carton, fait par Google, on met son téléphone dedans. Ici, on a une webcam qui transmet l'image au téléphone, et ainsi on va pouvoir voir à la place du robot et pouvoir se déplacer. Bon. Là, ici, c'est un adolescent qui s'amuse à faire ceci pour pouvoir se déplacer, mais on imagine très très bien l'utilisation de ce type de robot, vous le voyez, pour aller dans des conduites, lors d'incendies, où des humains ne peuvent pas aller, etc., pour pouvoir constater ce qui se passe et pouvoir agir. D'accord ? Pour pouvoir aller chercher voir si le facteur est passé aussi, ça peut être intéressant. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous le voyez, toutes ces technologies, eh bien, ce ne sont pas des technologies qui sont difficiles à acquérir. Okay ? On peut acheter toutes ces composantes et on peut programmer tout ceci grâce à cette petite board. Contrôle du robot par le téléphone. Hein, vous voyez, le téléphone, c'est déjà un élément qui est bourré de capteurs, vous savez. Hein, on a un accéléromètre qui permet de savoir comment on est incliné, on a une boussole qui permet de savoir donc comment on est, dans quelle direction notre téléphone va. On a 2 caméras, d'accord, dont l'une qui peut nous donner des informations de luminosité, une caméra, un écran tactile. Tout ça, c'est une interface qui est très intéressante, qui pourrait coûter cher si on voudrait le faire sans avoir un téléphone. Donc c'est pour ça que beaucoup de projets utilisent ceci, parce que c'est déjà un device en soi
qui est accessible facilement via le navigateur et la programmation, et qu'on peut relier, puisqu'ils sont tous les deux connectés à Internet, qu'on peut relier entre eux. On va pouvoir voir quelques petits projets aussi, je pense. Non. Des questions, non? Pas de questions? Eh bien, je vous libère. Bonne matinée.